Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, la RSE. Alors, ne pas se tromper, la responsabilité sociale, parfois certains disent sociétale, des entreprises. On a presque envie de rajouter à la place d'entreprise environnementale, qui est un autre sujet qui va s'installer. Mais on en parle avec vous, Caroline Del Torchio, consultante en RH. Vous étiez venue nous parler de votre livre écrit à 4 mains avec quelqu'un qu'on connaît bien ici, Thibaut Brière, 10 clés pour préparer mon entreprise au travail à distance, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le sujet dont on va parler tout de suite. On affiche. Et c'est vrai que toutes les entreprises aujourd'hui parlent de RSE, affichent leur RSE, c'est leur démarche RSE, mais vous dites, et on va en parler, elles ont tendance parfois à oublier le S, notamment le mal-être au travail, toute la partie sociale de la RSE. Pourquoi ? Disons qu'il y a un décalage très fort qu'on peut constater entre la volonté affichée vraiment des entreprises de faire de la RSE, une volonté sincère, et les chiffres de la santé mentale. Vous en parlez beaucoup aussi sur le plateau de Smart Job. Pardon. Sans smartphone. Sans smartphone, pardon. Lapsus. Effectivement, il y a de la sincérité, mais ils ne vont pas au bout de la démarche sur la question sociale. Oui, alors différents éléments. C'est-à-dire que le S, c'est le parent pauvre, et du coup, il y a moins d'énergie, moins de travail qui est fait sur cette dimension sociale. Il y a aussi moins de transparence, moins de communication que sur les dimensions environnementales, etc. Donc c'est vrai que tout ça limite les actions qui peuvent être mises en place. Après, quand on regarde les éléments qui sortent des rapports RSE, alors il n'y a pas rien sur le social. Il y a quand même des indicateurs, mais qui sont très macro. Oui, c'est très large. Oui, qui sont quand même très centrés autour de l'égalité sociale ou les initiatives sociétales qui sont mises en place, mais assez peu d'indicateurs, voire quasiment pas, sur tout ce qui est qualité de vie au travail. C'est vrai. Ça, c'est un élément qualité de vie au travail qui renvoie au burn-out, au stress au travail, aux mauvaises conditions psychologiques. C'est ça la qualité de vie au travail. Exactement. Et donc ces KPI, comme ils sont très macro, ils ne permettent pas d'améliorer la situation sur le terrain, ils ne permettent pas de piloter, ils ne permettent pas aux opérationnels de disposer de moyens de pilotage. Et donc c'est ce qui explique en grande partie, le premier élément qui explique le décalage entre la réalité des chiffres, de la santé ou de l'absence de santé au travail, et puis cette volonté affichée de faire de la RSE. Après, deuxième élément, c'est que dans les entreprises, les plans d'action pour la santé au travail, ils sont portés par qui ? Ils sont portés par souvent les directions de la qualité de vie au travail, qui font très bien leur travail, mais qui ont des champs d'action plutôt collectifs, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place des baromètres, mettre en place des chartes, égalité homme-femme, charte de la déconnexion. En lien avec la RSE ou pas là ? Alors, justement, c'était justement l'un des problèmes que je souligne, c'est le fait qu'il y ait une déconnexion complète aujourd'hui entre les équipes qui font de la qualité de vie au travail et les équipes qui portent les sujets de RSE, effectivement. Comment vous l'expliquez finalement que ce volet, le volet social que vous évoquez, qui est assez mal détaillé finalement, comment vous expliquez que ça soit le parent pauvre ? Le parent pauvre. Déjà, quand on regarde l'historique de la RSE, le point de départ de la RSE, c'est l'environnemental. Après, la RSE, c'est trois volets. C'est l'économique, l'environnemental et puis le social. Le volet économique, le volet environnemental sont des sujets sur lesquels il y a un management via des KPI technico c'est quantifiable. Technique, c'est quantifiable, absolument. Le volet social, on est sur de l'humain, et il y a cette croyance sur le fait qu'il est plus difficile de mettre des chiffres sur cette thématique-là. Or, c'est une croyance fausse. Et justement, c'est probablement le grand mouvement que doivent faire les entreprises, c'est cette capacité à mettre en place du pilotage, du chiffre aussi sur cette C'est possible, techniquement, on peut piloter. Tout à fait. C'est quoi l'intérêt pour l'entreprise ou les entreprises qui délaissent un peu ce volet-là ? C'est quoi leur intérêt concrètement ? Alors, l'intérêt, il est énorme, l'enjeu est énorme. Déjà, il y a un enjeu d'attractivité très fort. Dans un contexte de guerre des talents qu'on connaît bien, adresser le volet social, sécuriser la santé des collaborateurs, la qualité du travail des collaborateurs, c'est développer son attractivité. On sait combien les nouvelles générations sont prêtes à réellement perdre des points de salaire pour rejoindre des entreprises qui adressent ces sujets-là. Donc l'attractivité, la rétention des talents.
parce que, évidemment, quand on a des bonnes conditions de travail, on reste plus longtemps dans les entreprises. Et puis, on sait aussi que ce qui est à gagner, c'est la performance, parce qu'un collaborateur, c'est basique, un collaborateur qui est épanoui, c'est un collaborateur qui est plus performant. Bon, enfin, dernier élément, pourquoi les entreprises devraient mettre en place, accentuer le volet social de la RSE, c'est qu'elles ont de l'argent à récupérer, et énormément d'argent à récupérer. Je vous donne juste un chiffre. 1 point d'absentéisme en moins, c'est 500 000 € de résultats en plus pour l'entreprise. Donc on voit qu'un pourcentage qui est finalement qui devrait être accessible par l'entreprise permet tout de suite d'avoir des chiffres assez importants. C'est des stats de 2021 grâce à Voix. Donc c'est un peu les chiffres tabous d'ailleurs, l'absentéisme dans une entreprise en général, les turnovers. Et l'absentéisme, c'est des questions un peu sensibles. Clairement. L'entreprise est souvent un peu embarrassée quand on lui demande mais quel est votre niveau d'absentéisme en général, ce qui d'ailleurs les renvoie au vide sur cette question-là que vous évoquez depuis le début de notre... C'est un sujet qui n'est pas récent. Vous nous parliez tout à l'heure, Caroline, de ce plan d'action QVT qualité de vie au travail, alors qui n'était pas toujours en lien d'ailleurs avec la RSE. Comment justement aujourd'hui, est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que cette QVT qualité de vie au travail s'articule avec la RSE, ou est-ce que pour l'instant c'est un peu deux univers qui se regardent pas? Alors globalement, évidemment, je ne vais pas généraliser, mais globalement, ce sont des univers qui ne se parlent pas au sein des entreprises. Ce sont des personnes complètement différentes qui les pilotent. C'est bien dommage. Enfin, quand on regarde d'un peu plus près, la QVT, elle est centrée sur le collaborateur, sur l'interne, donc une culture RH. La RSE, elle regarde quoi? L'actionnaire, le client en priorité, donc une culture beaucoup plus business. Et donc là, c'est vrai qu'il y a et plus transversal, des décalages et beaucoup plus transversal, absolument. Bon, moi, le message principal que je veux porter vraiment, c'est le besoin absolument que les entreprises vont avoir de faire parler ces deux dimensions, que sont la QVT et la RSE. Pourquoi? Pour avoir des plans d'action qui ont beaucoup plus d'impact sur la dimension santé au travail. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'apporte la RSE? La RSE, elle apporte évidemment une connexion beaucoup plus forte au business, à la stratégie de l'entreprise. La RSE, elle est hyper visible aux yeux des actionnaires, des dirigeants, des clients. Donc elle a plus de portée. Des investisseurs. Et des investisseurs, exactement. Et puis, la RSE, les démarches RSE ont une culture du chiffre, du KPI, de la planification, de l'anticipation que n'ont pas forcément les équipes QVT. Mais Caroline, juste d'un mot, parce que RSE, c'est ESG quand on est en finance, c'est la même chose. Il y a des investisseurs qui observent les entreprises, qui vont même les visiter. Est-ce que vous dites, à travers votre expertise, qu'il faudrait aussi rajouter, je dirais, en élément d'évaluation, des chiffres beaucoup plus précis sur absentéisme, maladie, dépression, burn-out, pour finalement challenger l'entreprise? Bien sûr. Tout à fait. Il y a vraiment un enjeu à ce que les entreprises s'emparent notamment de leur data RH de manière beaucoup plus fine, de telle sorte à pouvoir produire des indicateurs beaucoup plus fins qu'elles ne le font aujourd'hui sur cette dimension sociale de la RSE. On pourrait presque parler de leur empreinte humaine, de leur empreinte sociale, au même titre que leur empreinte carbone, qu'elles mesurent très bien aujourd'hui, pour le coup. Exactement. Alors après, les entreprises, comme ça, un petit peu grincent des dents, parce qu'en disant, on passe nos journées, finalement, à empiler des datas et des documents pour que... Mais c'est un enjeu fondamental. Ce qui ne se mesure pas... Et n'existe pas. Ou ne peut pas être amélioré. Qu'est-ce que ça permettrait, avant de nous quitter, Caroline, cette réconciliation, puisque vous nous dites c'est deux personnes différentes, presque deux sites différents dans l'entreprise. Ça permettrait quoi, cette réconciliation QVT RSE? Ça permettrait déjà de piloter le coût de la santé au travail et de faire prendre conscience à l'ensemble des parties prenantes de l'organisation du coût. Ça permettrait aussi aux dirigeants d'avoir beaucoup plus de visibilité sur là où se situent les situations difficiles, sensibles au sein de leur organisation. Aujourd'hui, les dirigeants, ils sont évidemment au courant quand il y a des situations de crise d'un point de vue humain, mais ils ne vont pas forcément avoir en tête que la direction marketing, la direction juridique est en difficulté tel ou tel sujet. Et du coup, la discussion sur ces sujets-là ne se fait pas de manière fluide avec les managers concernés. Les parties prenantes dans ce changement au niveau de l'organisation, pour terminer, parce que c'est intéressant de savoir comment les parties prenantes vont s'organiser. J'évoquais tout à l'heure les investisseurs, ils en font partie. Alors les investisseurs, là je disais juste à l'instant, les dirigeants avec cette capacité à piloter des KPI, aller aux côtés de leurs managers, beaucoup plus challenger, les aider à progresser. Après c'est systémique, c'est aussi faire en sorte que
les clients n'achètent finalement que des produits d'entreprises qui sont, entre guillemets, propres et responsables, vertueuses. Ouais. Encore faut-il qu'elles le sachent. Encore faut-il qu'elles le sachent. Encore faut-il que le consommateur soit informé. Et puis effectivement, des actionnaires qui n'investissent que dans des entreprises, ou plus que dans des entreprises qui soient responsables. Aujourd'hui, un tiers des investissements sont faits dans des entreprises à impact, qui sont responsables. C'est déjà énorme. Un minimum raison d'être et jusqu'à entreprise à mission. Absolument, oui. Donc ça veut dire que pour boucler tout ce qu'on se raconte, il faut aussi que les investisseurs ont un rôle essentiel à jouer pour faire avancer ces questions-là. Clairement. Ça ne se joue pas qu'à l'intérieur de l'entreprise. Merci Caroline Del Torchio de nous avoir éclairé. En tout cas, c'est un sujet important. Peut-être qu'on en fera d'ailleurs un débat sur cette place justement des maladies, des burn-out, peut-être assez mal traitées ou trop peu traitées finalement dans l'entreprise. Vous êtes consultante en RH. On va rester sur l'entreprise avec le livre de Smart Job, avec un livre assez systémique, rond, j'ai envie de dire, et on accueille notre invité tout de suite.